Nos reporters racontent, ils racontent au quotidien la guerre d'Ukraine. Kharkiv, deuxième ville de cet immense pays et assurément objectif de l'armée russe, donc ville barricadée et défendue entre autres par des unités de chars. Marianne Kotenoff et Charlotte Lefetté ont passé toute la journée d'hier auprès des tankistes ukrainiens qui attendent un affrontement inévitable. Comme beaucoup d'Ukrainiens de son âge, Roman a fait son service militaire en Union soviétique. Il appartenait à une unité de chars, c'était il y a 35 ans. Dès que Poutine a annoncé qu'il attaquait, mon fils et moi sommes allés au bureau de recrutement militaire en uniforme. Et tout de suite, on s'est retrouvés à défendre Kharkiv. Roman commande un des chars affectés à la défense de Kharkiv. Stationné à une vingtaine de kilomètres du front, sa mission est simple. On utilise un drone pour visualiser jusqu'à 10 km et on tire sur l'ennemi par anticipation, avant qu'il ne s'approche trop de nos troupes. Ce drone chargé de localiser la cible, le voici. Équipé d'un zoom très puissant, il se déplace à la vitesse de 10 mètres par seconde et vole jusqu'à 1000 mètres d'altitude. On a un drone comme celui-là par brigade, mais il en faudrait un par char. La technologie en appuie, mais l'élément humain dans un équipage est primordial. Le plus dur dans ce travail, c'est l'état psychologique de l'équipage. On doit être le plus concentré possible quand il faut se battre contre l'ennemi et, si c'est nécessaire, on bat en retraite. 3 chars sont stationnés ici dans cette base arrière. Dès que les renseignements le signalent, ils se dirigent vers la cible, l'atteignent et reviennent ici attendre une seconde mission. Charlotte Lefetté et Marianne Kotenoff, la première équipe donc de LCI en Ukraine. Autre équipe, autre ville, autre problématique, Gostomel, détruite à 80% par les bombardements russes. Les habitants qui restent ne survivent que grâce à l'aide humanitaire qui leur parvient. Constat sur place de Marie-Hélène Mélihi et Éric Josset. Ici, c'est le même rituel, 4 fois par semaine. 300 sacs de nourriture distribués en quelques heures à ceux qui ont tout perdu ou presque. À l'image de cette mère de famille venue ce matin avec son fils. Voici de l'huile et de la farine. Les stocks sont limités. Priorité donc aux familles nombreuses, retraitées et mères célibataires qui vivent à Gostomel. Je reçois cette aide parce que mon mari est dans l'armée en ce moment. Moi, je n'ai plus de travail. En face, le centre médical est débordé. Les médecins doivent prendre en charge une centaine de patients par jour. C'est très dur parce qu'on n'a rien pour les aider. On manque de médicaments et de moyens pour établir les diagnostics. Après les blessures de guerre, les blessures invisibles sont les plus dures à soigner. Gostomel ne survit que grâce à l'aide humanitaire. Marie-Hélène Mélihi, bonjour, vous êtes en ligne avec nous d'Ukraine. Marie-Hélène, vous avez par ailleurs, outre ce reportage que vous avez effectué sur l'aide humanitaire, vous avez suivi les habitants dans les tunnels sous la ville de Gostomel où se cachait la population pendant le plus dur des bombardements. Et ça, disiez-vous au chef d'info hors antenne, c'est extrêmement impressionnant. Racontez-nous. Oui, c'est le moins que l'on puisse dire, Bernard. Vous savez, avant d'aller dans les sous-sols, quand vous arrivez en surface, vous avez ce sentiment étrange d'être dans une ville fantôme. Il n'y a plus rien, la ville a été dévastée à 80%. Et c'est difficile d'imaginer qu'il y a 5 mois, il y avait des centaines de familles qui vivaient là. Il y avait des écoles, il y avait un parc avec des jeux d'enfants. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. La ville est en ruine. Et nous avons croisé des habitants qui attendaient l'aide humanitaire
apportés par les militaires qui sont en face, puisque en face des immeubles, il y a une base militaire et l'aéroport Antonov. Et l'un des habitants, Sacha, que nous avons rencontré avec Éric Josset, avait envie de témoigner. C'est lui qui nous a emmenés dans les sous-sols, dans les souterrains insalubres, pour nous montrer dans quelles conditions il vivait, lui et des centaines de familles. Ils ont tenu pendant près de 3 semaines, pendant qu'au-dessus de leur tête, eh bien, les pro-russes et l'armée ukrainienne s'affrontaient dans cette zone stratégique. Il nous a montré les petites chambres avec des matelas posés à même le sol. Il nous a montré les conserves qui leur servaient évidemment de nourriture. Il nous disait que l'endroit était poussiéreux et que tous les matins, avant même de se dire bonjour, le premier réflexe, la première chose qu'il faisait, c'était de tousser. Vous savez, certains n'ont pas survécu et hors caméra, Sacha a tenu à nous montrer la tombe de 2 babouchkas, une tombe qu'ils ont construite en mémoire de ces 2 femmes qui n'ont pas évidemment survécu à ces conditions très précaires. Marie-Aline, j'ai tout de même un petit point à vous faire développer. Là, il se trouve que les images que nous voyons derrière vous sont des images de Kiev. Donc vous êtes à Kiev. En fait, qu'est-ce qui se passe? Les reporters, pour des raisons de sécurité, vous en faites partie, sont autorisés à sortir de Kiev, d'aller faire leur reportage, mais le soir, ils doivent revenir dans la capitale. C'est bien ça, hein? Exactement. Quand vous sortez de Kiev, parce que là nous sommes dans le centre-ville de la capitale, il faut passer plusieurs checkpoints. C'est ce que nous avons fait pour atteindre la ville de Gostomel qui se trouve à une trentaine de kilomètres de Kiev. Ensuite, le couvre-feu est toujours en vigueur entre 23h et 5h du matin. Là, il est interdit de sortir. Il y a aussi depuis 4 jours des sirènes d'alarme qui retentissent tous les jours. Et quand il y a une sirène d'alarme, eh bien, les magasins ferment pendant une heure ou plusieurs heures selon les cas de figure. Donc on sent quand même si les habitants sont habitués à ce mode de vie, à cette vie sous la guerre, qu'il y a une certaine fébrilité de la part des autorités.